Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News. Cette émission qui donne l'opportunité à une jeunesse africaine consciente de participer à leur façon à la construction de notre magnifique continent, l'Afrique, en apportant évidemment des éléments de réponse sur des thématiques bien précises. Vous connaissez le procédé de l'émission Génération News, scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons parler justement de la réciprocité. Pourquoi aujourd'hui c'est important justement d'avoir ce côté un peu réciproque? Et bien des éléments de réponse justement en première partie d'émission. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons aborder une thématique pas loin de la première partie d'émission. Vous allez justement la découvrir en fin d'émission. Et pour décortiquer évidemment ces points cruciaux avec mes invités sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir des habitués pour la plupart. David, étudiant en électromécanique. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Bon, j'ai envie de te dire bienvenue parce que tu es un habitué, simplement bienvenue à nouveau sur le plateau. Merci Régis pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être ici. Plaisir partagé également pour un habitué, Valentin, mannequin, écrivain, plusieurs cordes à ton arc. En tout cas, merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. C'est moi qui te remercie. On remercie également Randolph, étudiant en sciences politiques, plusieurs participations, 3e, 4e je crois, à Génération News. Mais c'est toujours un réel plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Merci Régis, plaisir partagé. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction pour la première partie d'émission, nous allons un peu parler du principe de la réciprocité. On entend tout le temps ce principe-là. On parle de réciprocité. Randolph, je démarre avec toi pour donner un peu le temps de cette première partie d'émission. Quand on parle de réciprocité, c'est quoi exactement et pourquoi avons-nous souvent besoin de le signifier, sinon d'aller vers ça? Le principe de réciprocité, c'est donner ce que l'on reçoit. Donc, c'est très important de pouvoir recevoir ce que l'on donne. Ça montre quelque part une certaine considération, si je peux le dire ainsi, une certaine considération vis-à-vis de la personne ou vis-à-vis des personnes auxquelles voilà, nous nous investissons d'une manière ou d'une autre. La réciprocité, comme l'a souligné Randolph, David, c'est vrai que quand on parle de réciprocité, on a l'impression que est-ce que c'est une obligation de l'être justement ou bien d'aller vers cette réciprocité-là? Est-ce que nous sommes obligés de l'être? Non, ce n'est pas une obligation. Et il faut de constater qu'actuellement, le principe de réciprocité est devenu comme une dette morale, ce qui est un peu la conséquence au fait qu'on a rendu cette réciprocité-là comme si c'était vraiment une obligation alors qu'elle n'en est pas. Comme disait Rodolphe, c'est juste le fait de rendre service à une personne comme la personne l'a fait aussi vis-à-vis de nous. Donc c'est une manière d'améliorer, je pense, plus, si je peux parler du côté relationnel, ça montre qu'on est présent vis-à-vis de l'autre, qu'on peut se rendre service et ça fait grandir ce côté-là, ce côté relationnel. On parle de l'estime, mais est-ce que du coup, si je ne suis pas réciproque ou si je ne verse pas dans la réciprocité, est-ce que ça sous-entend que je n'ai aucune considération pour toi? Non, après ça dépend aussi des cas, parce que je vais pas aussi dire, voilà. Non, mais ça dépend des cas complètement. Donc, il y a des moments où on se sent redevable envers des personnes qui ont énormément fait pour nous. Parce qu'à tout moment, souvent, on a besoin de conseils, par exemple, on a besoin d'aide. Et c'est souvent important de rendre aussi l'appareil, comme on aime dire. Maintenant, il faudrait, comme je disais tantôt en amont, il ne faut pas maintenant confondre le service que la personne nous rend à la dette morale. Donc la dette morale, c'est je suis dans l'obligation parce que la personne a fait pour moi de rendre. Non, si je rends service, c'est parce que je me dis que je considère la personne justement et je veux faire plaisir aussi à la personne et montrer à la personne que la même confiance que tu as mis vis-à-vis de moi, moi aussi je peux faire de même. Donc c'est justement pour rester dans ce juste milieu-là. La réciprocité, mon cher Valentin, c'est vrai que nos amis Randolph et David sont revenus un petit peu sur des éléments clés et des éléments assez importants. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est potentiellement l'impact derrière. C'est-à-dire que lorsque tu sens effectivement une personne qui verse dans la réciprocité vis-à-vis de toi, quel est l'impact que ça toi, en tant que la personne qui reçoit justement cette qualité-là? Comment tu perçois ça justement et quel est justement ton rapport à la réciprocité? Déjà, je dirais que
Par rapport à l'impact qu'apporte la réciprocité, ça renforce le lien qu'on a avec cette personne-là, qui fait également la même chose qu'on fait pour elle. Au-delà de cela, j'aimerais dire ça crée comme un certain attachement, une certaine bienveillance. Mais au-delà de ça, on peut se reconnaître également à l'autre. C'est-à-dire que non, telle personne fait souvent la même chose que je fais pour elle. Quelque part, je me reconnais en elle. Donc, ça va même au-delà, le principe de la réciprocité va même au-delà de cela. Quelque part, on peut se dire que non, cette personne-là, je la connais. Et cette personne ne peut pas me faire du mal. Ouais. Oui, donc ça. Enfin, il y a une forme de sécurité. Il y a une forme de sécurité. Émotionnelle aussi. Le jour où il n'y aura pas forcément cette réciprocité, une fois encore, la personne va se dire j'ai à rendre service, au moment où j'avais besoin que l'autre personne puisse me rendre l'appareil, la personne n'a pas fait. Bon, je ne vais pas lui en tenir rigueur. Si ça se répète une deuxième fois ou une troisième fois, là pour le coup, on commence un peu à pointer l'autre du doigt et intérieurement on se dit que mais pourquoi elle agit ainsi alors que moi je fais toujours pareil pour elle, alors qu'elle ne le fait pas pour moi. Elle se prend pour qui? Et donc ça entraîne plusieurs mots avec X, M-A-U-X, qui pour le coup fait parfois naître de la jalousie, de l'orgueil, de l'aigreur, et pas mal de différents qui pour le coup parfois ça découle juste de notre perception. On perçoit juste le fait que l'autre ne fait pas la même chose qu'on fait pour elle. Alors que est-ce que c'est un principe du donner et du recevoir, la réciprocité? C'est vrai que ça tend vers, mais est-ce que c'est vraiment un truc de ok, je l'ai fait, mais j'attends en retour que tu le fasses aussi? C'est une question assez complexe parce que le principe de réciprocité va au-delà d'un principe moral parce que l'on retrouve également au niveau de la politique. On va y revenir justement avec notre ami Rodolphe. Donc c'est très complexe et même comme question, je ne vais pas trop m'amuser à dire certaines choses que je ne vais pas forcément assumer par après. Mais quelque part, oui, on peut dire que ça découle du principe du donner de recevoir. En temps normal, on dit ne t'attends pas toujours à ce que l'autre puisse donner à la même quantité que tu lui donnes. Pas toujours s'attendre à cela. Parce que le jour où la personne ne va pas te donner, déception. Déception. Alors que fallait pas placer tout ton espoir. Mais malheureusement, on est dans une ère où on place totalement une confiance aveugle à la personne qui fait la même chose qu'on lui donne. Donc c'est un peu dommage parce que on se confie totalement à l'autre alors que l'autre ne donne pas forcément. Le simple fait que l'autre nous rende l'appareil donne l'illusion que on est sur la même longueur d'onde, alors que non. Donc évidemment qu'il y a tellement de choses à apporter là-dessus. C'est vrai que quand on parle de réciprocité, justement David, avant de revenir sur l'aspect purement potentiellement géopolitique, notre ami Rodolphe est plutôt bien placé pour aborder l'aspect réciprocité sur le principe des États. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est vrai que quand on parle de réciprocité, on a l'impression qu'il y a des gens qui arrivent au point de verbaliser la chose en disant oui, mais bon, essaie de mettre aussi en place le principe de réciprocité. Si on t'a fait quelque chose, il faut le faire aussi. Est-ce que ça aussi, ça relève un petit peu de l'éducation quelque part? Parce que nos parents aussi nous disent souvent, si quelqu'un t'a fait du bien, il faut rendre aussi l'appareil. Est-ce que la réciprocité, comme il a dit, ça va au-delà de toutes ces choses-là, simplement au-delà de donner, de recevoir, au-delà d'être poli? Il y a plusieurs choses que ça englobe et ça implique à l'intérieur. Pourquoi on ressent le besoin de verbaliser ça? Est-ce que la réciprocité, ça nous soigne de l'intérieur? Écoutez, je pense que historiquement dans notre société, dans plusieurs sociétés africaines, nous avons grandi avec ce principe-là, de toujours rendre l'appareil. Maintenant, aujourd'hui, je pense que il faudrait comprendre que les personnes, moi je veux commencer par attaquer d'abord ces personnes-là, eux qui rendent service, parce que souvent, on ne mesure pas peut-être l'impact que ça fait lorsque tu rends service à une personne. Je ne sais pas comment le dire, mais on a souvent tendance à se dire que comme j'ai rendu service à telle personne, il faudrait forcément que cette personne aussi le fasse à mon tour. Donc cette façon de penser-là, cette mentalité-là, aux personnes qui rendent service, ils doivent normalement la changer. Donc s'il y a eu c'est un peu verbaliser cette réciprocité-là, je dirais que c'est peut-être à ce niveau-là. Donc, les personnes qui rendent service doivent le faire, comme on aime le dire vulgairement, de bon cœur. Ouais, sans arrière-pensée, sans forcément attendre quelque chose exactement en retour. Et par là,
la personne qui reçoit aussi le service comprendra le geste bienveillant de l'autre et tout naturellement fera aussi de même. Donc moi je pense que c'est plus... c'est parce que je pense qu'on doit enlever juste cette façon de se dire que on attend forcément en retour. Ouais. On n'attend rien en retour. Lorsqu'on donne service, lorsqu'on rend service autant pour moi à une personne, on le fait de bon cœur. On le fait parce que la personne est dans un besoin, dans une difficulté et on a envie de l'aider. C'est totalement un geste humain. Donc c'est de l'humanisme. Ouais. On ne va pas forcément attendre que voilà, il y ait en retour. Maintenant, si il y a la réciprocité de l'autre à ce niveau, il veut aussi faire de même, ben écoutez, c'est normal, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais non, moi je ne pense pas que c'est forcément une obligation, comme on disait tantôt. Non, ce n'est pas une obligation déjà. Et aussi, on ne peut pas... je pense que la verbalisation vient plus de ce niveau-là. On a besoin également à défaut d'attendre, on a besoin simplement que la personne reconnaisse aussi, ou bien voilà, la réciprocité n'est pas forcément, justement, c'est ça la question aussi, Randolph. Est-ce que la réciprocité a besoin d'être physique? Elle peut être, je sais pas, on peut prier pour la personne, on peut, je sais pas, on peut faire autre chose. Est-ce qu'elle a besoin qu'elle soit tout le temps physique, cette réciprocité-là? Non, pas essentiellement, Régis. C'est comme David et Valentin étaient en train de dire, le principe de réciprocité ne veut pas forcément dire que la personne doit nous rendre à la valeur de ce qu'on a eu à faire. Le principe de réciprocité, c'est de la même manière dont certainement tu t'es sacrifié pour moi, je serai à même de me sacrifier pour toi. Ça peut être d'une autre manière. C'est comme tu étais en train de dire, ça peut être par des prières, ça peut être financièrement, ça peut être émotionnellement. Exactement. Un soutien multiforme et la personne est là. Voilà, exactement. Donc ça peut prendre plusieurs formes, pas essentiellement à la hauteur de ce que la personne a eu à donner. Alors, on va revenir sur l'aspect purement étatique, j'ai envie de le dire ainsi. Déjà, notre ami Valentin a soulevé ce qui peut s'apparenter à une problématique, parce que ce serait bien aussi de différencier le terme, quand on parle de réciprocité, dans la vie quotidienne, mais surtout aux plus hautes autorités, la plus haute sphère également. La réciprocité en diplomatie, mon cher. Si là, on est preneur. S'il y a des cours, on est preneur. Si tu peux faire cours aussi, on est preneur. Donc oui, qu'en est-il de la réciprocité évidemment, quand on parle de réciprocité diplomatique ou encore au niveau des États? Donc, il est important de savoir que le principe de réciprocité au niveau de la société n'est pas le même au niveau de la sphère politique. D'accord. Dans le domaine diplomatique, on dit les États n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts. Ouais. Donc, le principe de réciprocité s'applique dans la mesure où si un État aujourd'hui met en place certaines dispositions vis-à-vis d'un État voisin ou autre, on voudrait que les deux États puissent trouver leur intérêt à l'intérieur. C'est de là que part le principe de réciprocité. Si j'applique chez moi, tu appliqueras chez toi pour qu'ensemble, on puisse bénéficier des intérêts derrière. Et que personne ne soit lésé. Voilà, que personne ne soit lésé. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le principe de réciprocité dans la société, là où le principe de réciprocité peut prendre différentes formes. Au niveau étatique, ce principe-là s'applique plus sur la même forme. Si je mets des taxes aux multinationales, tu mettras des taxes aux multinationales pour qu'on puisse bénéficier des rendements. Oui, évidemment, pour que personne ne soit, on va dire, plus que l'autre et ne gagne plus que l'autre. Voilà, pour que ce soit au même niveau sur la sphère politique. D'accord. En tout cas, ça, c'est vraiment sur le plan politique. Valentin, toi qui as été également dans le monde de l'entreprise, le monde professionnel un petit peu, la réciprocité dans ce domaine-là, est-ce qu'il faut tout le temps y aller? Est-ce qu'il faut être, on va dire, quelqu'un qui rend un petit peu l'appareil dans le milieu professionnel sans que cela, effectivement, nous cause des petits soucis professionnels? Est-ce que toi, déjà, en entreprise, tu étais cette personne-là qui versait dans la réciprocité? Ce qu'il a lieu déjà de savoir, c'est qu'en entreprise, c'est différent. D'accord. Vraiment, là, on parle de réciprocité en entreprise. C'est pas toujours présent, mais c'est là. D'accord. C'est pas toujours présent. Mais c'est magnifié par quoi? Après, c'est pas forcément toi et l'entreprise ou l'entreprise et toi. Ça peut être avec des collègues, justement. Voilà.
que supposons c'est ton anniversaire, les collègues se sont organisés pour faire une surprise pour toi, et on attend en retour que Valentin fasse la même chose. Déjà pour l'organisation d'une surprise, je pense que ça partirait du fait qu'on puisse développer un certain niveau d'attachement, d'affection. Une affinité. Voilà, en fait. Ouais. Donc, ce que je pourrais dire par rapport à la réciprocité, dans l'entreprise, c'est pas souvent évident. C'est pas souvent évident parce qu'on s'attend à ce que c'est plus au niveau de tu fais ton travail, je fais mon travail. C'est ça. Ouais. Tu ne dois pas venir empiéter sur le travail que moi je fais. Tu ne vas pas venir, désolé du terme, mais m'emmerder avec ton travail alors que c'est ton travail. Mais il y en a qui, pour le coup, parfois dérogent à cette règle-là pour dire que non, je peux t'aider dans ton travail. Je peux, là où tu as parfois des difficultés, j'ai quelques connaissances là-dessus, j'ai quelques skills là-dessus, je peux venir t'aider. D'accord. Maintenant, il y en a qui… Oui, mais quand ils le font, c'est-à-dire que toi, déjà, comme il a dit, tu as une dette morale déjà. Tu sais que si jamais mon collègue a un petit souci, qui m'avait donné un coup de main sur tel problème… Je peux aller le voir, il n'y a pas de souci, il va pouvoir m'aider en tout temps. Mais à un moment donné, ça devient comme de la dépendance. Après, l'autre devient lésé pour dire que l'autre, je fais son travail en fait. Ah, d'accord. Et on ne paye pas pour ça. D'accord. Et pour le coup, comme je disais en amont, ça crée des problèmes. Donc, en fait, ce qui pourrait gêner en entreprise, c'est beaucoup plus le fait que, l'aspect absence de confidentialité, dans le sens où, je t'ai rendu service, c'est censé rester entre nous, mais que je dois ébruiter cette aide-là pour justement te rabaisser toi derrière, pour montrer que, tu connais pas ton travail et tout le reste. C'est ce qui pourrait potentiellement gêner. Potentiellement s'en dégager. Ouais. Mais il y a surtout le fait que l'autre peut vraiment, comme tu l'as dit, l'autre va te minimiser. Parce que l'autre se dit que non, tu n'as pas les compétences requises pour faire. Ça, c'est généralement quand tu tombes sur des personnes. Alors que non, si je suis arrivé là, c'est parce que le manager ou bien au niveau du recrutement, ils ont jugé que j'avais les aptitudes pour pouvoir obtenir ce poste-là. Après, je voudrais aussi essayer d'ajouter quelque chose. Vas-y. Je pense que dans le milieu de l'entreprise, hormis le fait qu'il y a l'empiètement du travail, sur ton travail, il y a aussi cette capacité-là à vouloir peut-être créer des liens. Il faudrait aussi qu'on fasse la différence entre… parce que je pense que la réciprocité part du fait qu'on puisse aider quelqu'un. Ouais. C'est d'abord de là. Donc, il y a déjà l'aide. Et l'aide vient pour… Je pense que ça fait… Je parlais du relationnel, mais ça permet de créer des liens. Souvent, avec des personnes qu'on ne se connaît pas, là, je parle vraiment du milieu professionnel, donc dans le milieu du travail, tu peux être bloqué à un certain niveau, et ton collègue, qui soit plus gradé ou moins que toi, décide de t'apporter son expertise ou bien son aide. Et à ce niveau-là, je pense que ça peut créer, parce que c'est une personne que tu ne connais pas, ou bien que tu apprends à connaître. Donc, ça va créer une certaine proximité entre vous deux. Et je pense qu'il y a toute une analyse à faire pour bien discerner si la volonté de t'aider, elle est bonne ou mauvaise. Oui, donc, parce qu'en entreprise, effectivement, ça crée des liens. Ça crée des liens. En fait, l'objectif vraiment, ce n'est pas… l'objectif premier n'est pas forcément d'embêter ou d'empiéter sur le travail. L'objectif premier, c'est d'abord d'aider. Bien sûr, il y a des personnes qui le font avec… double visage, si on peut dire comme ça, avec double pensée, d'autres avec des arrière-pensées autant pour moi. Mais je pense que l'objectif premier reste d'abord l'aide. Qu'on reste vraiment d'abord dans ce cadre-là, que cette personne qui viendra vis-à-vis de moi, viendra pour m'aider d'abord, pour m'épauler. Et ensuite, le jour où peut-être elle sera en difficulté, ça peut être une difficulté hors travail. Ouais. Elle peut avoir des problèmes émotionnels, elle peut avoir des problèmes de famille, un problème par exemple à l'école, ça dépend. Et toi aussi, si tu es en mesure de pouvoir l'aider, tu le feras et ça va créer un lien. Donc l'objectif vraiment, on parle de réciprocité, mais tout part déjà de l'aide, de ce que la personne veut faire vis-à-vis de toi. Ouais. Et on tire de là plusieurs bonnes actions. Et voilà, ça crée des liens. Randolph parlait du sacrifice, parce que je pense que dans ça aussi, c'est surtout ça en fait, le sacrifice que l'on fait derrière, en fait, à travers les actes que l'on pose. Justement, Randolph, tout à l'heure, Valentin a soulevé un point quand il parlait de l'attente, de ne pas toujours attendre, ou bien de ne pas toujours se dire, OK, si j'ai sacrifié, supposons 400 000, j'attends que la personne aussi fasse le même sacrifice au même montant des 400 000. Mais
qu'est-ce que cela? Est-ce que la réciprocité, il faut aussi potentiellement l'analyser sur un plan un peu psychologique comme étant un baromètre, une façon de jauger un peu le niveau de considération, comme tu l'as encore souligné, mais aussi le niveau de l'action, de l'interactivité sociale qu'on peut avoir avec une personne. Je m'explique. Supposons que tu as aidé une personne et naturellement, tu te retrouves dans le même besoin. Cette personne-là ne manifeste pas son besoin de t'aider, en tout cas, ou son incapacité à te venir en aide. Et la personne a tendance à récidiver 3, 4 fois, 5 fois. Est-ce que toi, quelque part, tu te dis, bon, cette personne-là, je raye de ma liste, je peux avoir un bon cœur, mais visiblement, cette personne-là ne sera jamais prête pour moi en cas de besoin. Est-ce que la réciprocité aussi, c'est une façon de dire, je te regarde, j'observe, pour voir si tu peux également être la personne sur qui je peux compter? Exactement, Régis. Et d'ailleurs, pour appuyer ce que David est en train de dire, d'où se pose le problème de l'intention derrière l'action. Parce qu'il y a des personnes qui, par ego, sont des personnes qui vont venir t'aider pour demain, après-demain, comme tu disais dans le domaine professionnel, chanter à tout vent que voilà, tu étais en incapacité, cette personne-là t'a aidé. Alors que le principe de la réciprocité, de l'aide, comme disait David, c'est vraiment venir en aide sans rien attendre en retour. Maintenant, en matière de réciprocité et tout ce que ça entraîne, effectivement, c'est comme un baromètre. Parce que tu ne vas pas être la personne qui aide tout le temps. Et au moment de t'aider, il y a toujours des échappatoires, il y a toujours des excuses, il y a toujours des situations qui arrivent. Toi, jamais on t'aide, mais c'est toi qui aides tout le monde. Donc, et même émotionnellement, ça devient épuisant. Oui, et même émotionnellement, ça devient épuisant parce qu'au bout d'un moment, tu n'auras même plus l'envie de demander de l'aide à ces personnes pour qui toi, tu étais là. Ouais. Et si je peux même rajouter, avant qu'on en arrive à la réciprocité, le tout part, comme David avait souligné, de l'aide. Ça peut être intentionnel ou non intentionnel. Je peux voir quelqu'un en difficulté, pour essayer de revenir un peu dans le cadre professionnel. Je peux voir, par exemple, je bosse avec David, je vois qu'il fait une présentation PowerPoint, je vois qu'il manque certains éléments. À la fin de sa présentation, je me rapproche de lui pour dire que non, tu aurais dû mettre ceci, tu aurais dû mettre cela, ça aurait ajusté le rendu. Je peux te donner 2-3 conseils si tu veux à la fin. Pour le coup, c'est une aide mon aide que je lui propose, sans pour autant qu'il m'ait demandé. Donc, il peut se dire que ok, merci. À la fin, il vient me voir, je lui donne les conseils qu'il a lui donné, et il se dit que tiens, c'est que cette personne, Valentin m'a beaucoup aidé. Je ne voyais pas les choses comme lui, il a eu à le voir. C'est quand même quelqu'un de bon. Un jour, s'il a lieu, je suis dans une difficulté, il peut me venir en aide. Donc déjà, l'aide que je lui ai apportée, c'était non intentionnel. Effectivement. C'était non intentionnel. Je suis venu, je dis que non, tu aurais dû faire ça, point. Je m'attends nullement à ce qu'il puisse venir pour également m'aider moi à mon tour. Non. Mais malheureusement, aujourd'hui on dit rien n'est donné sans attendre quelque chose en retour. Exactement. Il faut toujours s'attendre à quelque chose. Rien n'est donné gratuitement. C'est ce que l'on dit malheureusement. Mais il y a des choses parfois, on donne juste comme ça. C'est une bonne action que l'on se dit que non, tiens, je donne comme ça. Mais malheureusement, ça quelque part également, en tout cas le sujet, il cache pas mal d'autres thématiques ou sous-thématiques. On est preneur, ça peut faire l'objet d'une autre parce que dans la réciprocité, quelque part, il y a ce qu'on appelle, pour revenir un peu à l'aide, il y a également ceux qui souffrent du syndrome du sauveur. Exactement. Ouais. Je peux venir en aide à cette personne-là. On ne t'a pas demandé X ou Y. Toi, tu viens, tu dis que non, je peux t'aider à faire X ou Y. Ok, d'accord. Tu aides. Quelque part, même si la personne ne le verbalise pas, ne le dit pas, la personne qui souffre du syndrome du sauveur s'attend quelque part à une réciprocité. Oui, mais la réciprocité, ça peut être un simple merci. Ça peut être la personne qui vient te remercier pour dire merci pour l'action et c'est largement suffisant. Ça dépend de la psychologie de tout un chacun. Justement, c'est pourquoi je soulignais tout à l'heure l'aspect psychologique justement de la réciprocité, parce que pour beaucoup, on s'attend effectivement que si j'ai aidé David, j'attends en retour que David… à la même hauteur. Surtout. Exactement, que David me vienne en aide aussi. Justement, David, je te laisse le soin de clore cette première partie d'émission parce que nous arrivons au terme de cette première partie d'émission avant de marquer une courte pause et enchaîner pour la deuxième thématique, la réciprocité de tout ce qu'on a dit. Voilà, s'il fallait faire un condensé de tout ce qui a été dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient de la réciprocité? Les dangers et potentiellement les avantages ou l'impact encore? Alors, ce qu'on va retenir de la réciprocité, comme on l'a très, très bien souligné, c'est que tout part déjà d'une aide.
quelconque, qu'elle soit intentionnelle, bonne, bienveillante ou pas, ça part déjà de l'intention va juste de vouloir aider la personne qui est en difficulté. Maintenant, la réciprocité, dans ses avantages, comme on l'a souligné, elle va créer des liens, elle va permettre de pouvoir connaître la personne, potentiellement aussi peut-être ses défis, si davantage on est en capacité, on mesure. On ne va pas parler du syndrome du sauveur parce que je ne vais pas arriver à ce niveau-là. Ouais, mais il y en a qui l'ont, syndrome du sauveur ou de l'infirmier, comme on dit. Et éviter aussi que ça ne devienne une dépendance parce que pour des personnes à qui on aide, il y a des personnes qui sont tout le temps en train de dramatiser. Donc, ils auront toujours besoin quand on vient à leur aide. Donc, ça va au-delà de ça. Donc, comme on disait, c'est le fait de créer des liens, de connaître quelles sont les personnes avec qui sont autour de nous et ça nous permet d'ouvrir ces voies-là. Maintenant, les dangers de ça, on l'a très bien souligné, c'est la dépendance. Tu viens de le dire, c'est la dépendance. C'est simplement la dépendance et la dette, qu'il y a une dette morale. Oui, et comme on dit, la dette morale, elle torture beaucoup plus qu'une dette financière, hein, évidemment, les amis. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission sur Génération News. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News après cette courte pause, nous allons à présent parler de la contradiction. Pas très loin de la première thématique, on parlait de la réciprocité. Cette fois-ci, on parlera de la contradiction. La contradiction, justement, mon cher David, pourquoi avons-nous du mal avec la contradiction pour s'attacher à notre thématique ? Alors Régis, moi je vais d'abord commencer toujours par l'historique. Oui. Donc je veux dire, déjà nous avons grandi toujours parce que ça part déjà de là, de l'éducation que nous avons reçue des parents, avec ce principe-là qu'il faut faire... Bon, c'est pas un principe. Je veux dire, avec cette mentalité-là qu'il faut jamais contredire lorsque un plus âgé que toi... Quand un aîné parle, il ne faut pas contredire, etc. Et autres. Donc nous avons déjà grandi avec ça. Et en grandissant, je pense que la conséquence de ce que les parents essayaient de nous faire comprendre, ça fait naître en nous, ou bien chez les anciens, donc quand je parle d'anciens, je parle bien sûr des plus âgés, des aînés. Les plus grands, ouais. Je pense que ça fait naître quelque chose où ils se disent que tiens, si maintenant, lorsque je parle, toi tu essayes de retorquer, de répondre, même si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu me contredis, alors que ce n'est pas forcément ça. Donc la contradiction va vraiment de là. Ça part d'abord de la manière dont on a essayé de nous inculquer ça depuis le départ par les parents, en disant que voilà, on ne doit pas interrompre un aîné lorsqu'il parle, etc. On doit juste écouter. Même si tu essaies de poser rarement les questions, en fait, ça ne pourra pas passer. Et maintenant, à partir de là, comme je disais, les aînés ont vu maintenant le fait que tu puisses essayer d'apporter d'autres choses à leur argument. Donc, essayer de... Par exemple, si, comme je disais, tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils vont dire, ils voient ça totalement comme une contradiction. En fait. Mais donc, à quel moment on en est arrivé là, Randolph ? La transition, à quel moment elle s'est faite ? À quel moment on part d'une simple contradiction ? Et comme on dit, la contradiction, c'est la question que je te pose. Est-ce qu'elle est par essence négative ? La contradiction, parce que j'ai l'impression que c'est la perception qu'on a souvent aujourd'hui quand une personne arrive à te contredire, c'est que la personne n'est pas potentiellement d'accord avec toi ou quoi que ce soit. Non, est-ce qu'il n'y a pas un aspect positif de la contradiction ? Donc, Régis, pour cette question, la contradiction n'est pas essentiellement négative. Parce qu'on vit dans une société là où chacun a son point de vue, son opinion, sa manière de penser, de réfléchir. Aujourd'hui, on peut toutefois... comme David l'a souligné, avec nos parents. C'est vrai que c'est une manière d'être formaté. On nous a appris certaines choses, que voilà, quand un aîné parle, ainsi de suite. Mais en grandissant, tu te rends compte que tu es en train de te construire, tu es en train de vivre une certaine vie dans une société qui n'est pas forcément semblable à la leur. Et le fait que tu vas, par exemple, dire à ton parent que la manière dont tu perçois les choses n'est pas forcément la bonne, ils vont prendre ça comme une forme d'affront, de contradiction pour dire « toi, tu veux montrer que tu maîtrises ou que tu connais », alors que ce n'est pas le cas. Entre-temps, c'est pas négatif, c'est juste dire, moi, ma perception des choses, si toi tu vois un 6, moi je vois un 9, mais tout dépend de l'angle dans lequel nous sommes. Oui, c'est vrai, parce que si quelqu'un change la position, si toi qui vois 9, tu te déplaces pour aller vers le 6, on est d'accord que vous êtes tous, voilà, si celui du 6 se déplace pour le 9, le problème il est réglé. Valentin, pourquoi on a du mal ? Je veux dire, pourquoi ? Est-ce que le fait de nous contredire
pourquoi on perçoit ça comme le fait de nous rabaisser ou bien le fait de nous humilier? Comme Randolph l'a dit, la contradiction n'est pas par essence négative. C'est un plus de ce que tu apportes, ou bien c'est parce que nous vivons aujourd'hui dans une société où nous avons beaucoup plus des adeptes de la pensée unique. Donc ce que je dis, c'est vrai, pas besoin d'apporter une contradiction. Malheureusement, on vit avec ces genres de personnes-là. Est-ce que c'est tout ça aussi, tous ces facteurs-là, qui font qu'aujourd'hui, quand on apporte une contradiction, elle est mal perçue? Je dirais premièrement qu'elle est mal perçue pour ce point de vue appartient essentiellement à ceux qui sont bornés. Parce que, comme un certain philosophe l'a dit, de la contradiction jaillit la vérité. Exactement. Et comme il a su bien le dire, c'est juste une différence de perception. Je ne perçois pas la même chose que tu perçois. Vous avez pu bien le dire. Moi, je perçois un 6, lui, il perçoit un 9. Ça dépend juste du point où là je me situe. C'est tout. Et aujourd'hui, ça crée problème, ça crée vraiment des débats parce que les gens ne sont pas ouverts à ce qu'ils puissent être contredits. Enfin, qu'on puisse apporter un autre avis que ce qu'ils disent. Oui, c'est ce que je disais, les adeptes de la pensée unique. Donc j'ai une pensée, c'est celle-là. On ne pense pas de la même façon, Ouais. on ne pourra jamais penser de la même façon. Donc, ce que tu dis, c'est ta vérité. Ta vérité n'est pas la mienne. Ouais. Ta réalité n'est pas la mienne. C'est comme les parents disent souvent que non, nous à notre époque. D'accord maman, d'accord papa, c'était ton époque. Ouais. Mon époque n'est pas la tienne. Il y a une évolution. Donc, en gros, c'est accepter une certaine évolution. Là où peut-être toi, ta pensée s'arrête, moi, je peux la continuer. Mais avec d'autres mots, avec une certaine autre perception. Mais est-ce que c'est pas là la plus grande difficulté? Désolé de t'interrompre, Valentin. Le choix des mots. Parce que ce qui peut déranger aussi dans la contradiction, c'est le ton. Et le choix des mots aussi qu'on utilise généralement. Est-ce que le choix de mots ne paraît pas, à mon sens, un peu la première chose à mettre en avant pour ne pas vexer ou blesser la personne? Choisir ses mots. Je suis responsable de ce que je dis, de pas ce que tu penses. C'est une vérité. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à la question. Donc, si ce que moi je dis, tu perçois ça comme une attaque, comme une menace à tes propos, je pense que tu dois essayer un peu de te revoir. Ouais. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, premièrement? Est-ce que parce que ça remet en cause tout ce que tu as eu à dire comme argumentaire, ou bien tout simplement parce que tu ne m'apprécies pas? Parce qu'il y en a qui, je peux le dire d'une manière totalement douce, mais pour toi, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Si je gueule pour le coup, tu seras encore mécontent. Tu seras plus mécontent que si je le dis de manière douce. Ouais. Donc, c'est assez complexe, mais aujourd'hui, je voudrais rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on écoute pour répondre. Ouais, et pas pour comprendre. Pas pour comprendre. C'est de ça, parce que quand je dis, il faut essayer de comprendre pourquoi il dit cela. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il me dit. Est-ce que c'est parce que ça remet en cause tous les principes ou perceptions que j'ai de X ou Y chose pour une interrogation? Ou est-ce que c'est juste parce que je n'apprécie pas cette personne? Donc si je comprends bien, en fait, il faudrait être déjà, comme tu disais, c'est une question de perception. Mais il y a aussi de l'intelligence qui s'installe, parce que quand tu es en face de quelqu'un qui n'arrive pas à mieux cerner, on n'est pas dans l'invective, je vous rassure les amis, mais je veux dire, il faut quand même développer une sorte d'intelligence aussi, de comprendre, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'effectivement, la personne n'est pas là pour m'humilier, mais au contraire pour rajouter, apporter un plus à ce que je suis en train de dire. Si je peux même rajouter, c'est comme on dit, il faut jamais débattre avec des personnes bêtes ou bornées. Tout comme on dit, un religieux ne peut pas faire, il ne faudrait pas qu'on puisse laisser un religieux et un scientifique débattre de l'existence de Dieu. Oui, chacun viendra avec ses arguments. Et pour le coup, les forts adeptes de la religion vont dire que ce que vous apportez comme argument, on n'est pas d'accord. Alors que quelque part, c'est juste un refus de comprendre ou bien d'accepter, parce qu'il y a également l'acceptation de ce que l'autre dit. Parce que quand l'autre apporte un argument qui est contraire à ce que l'on dit, c'est dire que, ok, c'est le principe du respect du point de vue. C'est ton point de vue, je respecte. c'est basique. C'est tout. Justement, Randolph, alors toi, tu es l'exemple parfait vu que tu es en couple. Tu es en couple, tout se passe bien. Il y a le petit garçon qui est là aussi, il s'appelle comment au passage? Nathaniel. Voilà, on fait un gros bisou à Nathaniel au passage également, de la part de tous les tontons sur le plateau. La contradiction, comment on le gère dans le milieu plus purement
on va dire, amoureux, sentimental, en couple. C'est assez difficile, c'est vrai. Je te vois en train de rigoler. Mais comment on le gère? Est-ce que c'est difficile de gérer la contradiction dans le milieu? La contradiction dans le milieu relationnel, purement en couple, c'est difficile. C'est difficile, mais il y a des principes, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place juste pour, je pense, pour prôner la paix, en fait. Parce que lorsque on parle sur la contradiction dans le couple, c'est sensible, parce que tu vas vouloir dire que tu as raison, l'autre va vouloir dire qu'elle a raison, et là, ça peut aller dans tous les sens. Ouais. Le mieux à faire dans ce genre de cas, c'est souvent comme il disait, aussi accepter ce que l'autre dit. Oui, parce que comme il l'a dit, on ne se dispute pas pour comprendre, mais pour répondre. Voilà, c'est ça. C'est également prendre de la hauteur parce que tu écoutes ce que l'autre dit et après tu essayes d'analyser pour voir dans quelle mesure tu peux revenir. La majorité du temps, ce sont les femmes qui sont plus dans du répondant et les hommes font preuve de silence et de tact pour voir comment réceptionner d'abord tout ce qui va être dit et voir comment revenir pour ne pas forcément contredire sur le coup. Bon, de toute façon, toi tu fais diplomatie, sciences politiques, la diplomatie c'est évidemment c'est justement ton domaine quand on parle de la contradiction. David, faut-il percevoir au vu de ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de ce qu'on voit aussi dans nos familles, hein. On voit nos familles africaines ou des familles un peu plus générales se diviser parce que généralement c'est parti d'une contradiction ou bien c'est parti d'une remarque qui a été mal accueillie. Est-ce qu'aujourd'hui la contradiction est un poison qui divise énormément au point de briser même le sang et le lien de famille? Exactement. C'est parce que en fait, je pense que la contradiction elle est mal perçue. La contradiction, c'est simplement c'est une contribution que tu fais à une personne qui t'apporte un argument et tu essaies d'ajouter. On parlait tout à l'heure du choix des mots. Est-ce que justement, parce que quand on dit contradiction, j'ai l'impression que c'est ce qui gêne. Est-ce qu'on ne va pas être contribution, tu vois? Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, on a donné une définition hyper péjorative à la contradiction. Donc, on est obligé d'utiliser des synonymes valorisants, mais qui veulent dire la même chose. Donc, je pense que contribution, il faudrait peut-être qu'on s'arrête là-dessus. Dorénavant, on parlera de contribution au nom de contradiction. Mais c'était pour aller dans le même sens que toi, désolé, t'avais interrompu. Pas de souci. Ouais. Donc je pense que pour cette contribution-là, il faudrait simplement comprendre. Donc dans le choix des mots, je vais rentrer à l'intérieur déjà, parce que Valentin parlait tout à l'heure d'un cas. Je suis pas responsable de ce que tu. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de l'interprétation. Donc moi, je pense que tout part déjà de la manière dont tu interprètes la chose, de la manière dont tu vois la chose. Mais aussi, tout part du tact. Comme parlait de Randolph tout à l'heure, dans le cadre purement relationnel, donc sentimental. Je laisse ça pour lui. Oui, mais lui, c'est un diplomate. En fait, je pense qu'il y a la manière de véhiculer un message déjà. Et la personne qui reçoit aussi le message, s'il a envie de contribuer à ce que tu dis ou apporter un autre argumentaire, il y a la manière de faire. Donc, si aujourd'hui les familles se mettent à se déchirer, ce qui est dommage à cause de ce mot-là, c'est parce qu'elle est simplement mal perçue. Elle est simplement mal perçue. Parce que déjà, quand on parle de famille, comme je disais, les plus petits n'ont pas la parole lorsque les aînés parlent. Et c'est aujourd'hui un fondement de beaucoup de familles. Et c'est assez dommage. Parce que lorsqu'il y a par exemple des réunions, ou bien lorsqu'il y a des soucis familiaux en interne, on laisse généralement la parole au plus grand. Et lorsque un jeune ou bien le plus petit, il a envie d'apporter son argument, bien de dire bon, moi je pense autrement que ce que disent les aînés, il est perçu comme le rebelle. Rodolphe disait ça tout à l'heure, pire ceux qui ont fait l'école. On va dire, bon, toi, tu as fait l'école, tu veux montrer que tu connais plus, alors que ce n'est pas ça. Faire l'école, c'est une expression pour dire que exactement, tu as appris, tu es diplômé, voilà. Exactement, et parce que tu veux montrer l'intellectuel aux gens et tout ça, là, parce que tu veux te faire voir, alors que ce n'est pas ça. Et c'est assez dommage. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens, les gens doivent être ouverts au débat, à la critique et à la contribution. On doit juste être ouvert à ça. Et moi, c'est déplorable. Aujourd'hui, moi, je regarde pratiquement plus les débats. Valentin parlait par exemple
d'un chrétien, d'un religieux, pardon, un religieux et une personne scientifique qui vont se mettre à débattre Jésus. Écoutez, moi je pense simplement qu'un point d'accord peut être trouvé à tout débat. Exactement. C'est juste... Ah oui, de la même façon qu'une marmite a un couvercle, c'est la même façon qu'un débat a une solution. Je suis d'accord. Je pense que l'objectif, c'est juste, en fait, c'est un dialogue, c'est l'échange d'arguments. C'est argument contre argument et on se fait comprendre simplement ta manière de penser, tu me l'as fait comprendre, moi je te fais comprendre ma manière de penser et on trouve un point d'accord. Sans invective, hein. Mais aujourd'hui, on constate bizarrement que même dans les débats télévisés, en fait, les gens viennent borner, comme disait Valentin, ils ont déjà une idée arrêtée, ils n'ont pas envie de comprendre ce que veut dire l'autre. Lui, il a juste envie de venir argumenter, je viens avec ma raison, alors que ce n'est pas ça. Ouais, c'est comme je disais, les adeptes de la pensée unique. Exactement, ils ont juste leur pensée, ils n'ont pas envie d'autres pensées, alors que pour moi, c'est pas ça. Aujourd'hui, je suis chrétien. Mais lorsque je discute avec des non-religieux, des non-chrétiens, je discute avec des musulmans. Et souvent, c'est bizarre parce que lorsque je me mets à discuter de religion avec beaucoup de personnes issues d'autres religions, donc que ce soit des musulmans, des bouddhistes, etc., même des athées totalement, même des... Voilà. En fait, je me rends compte qu'au final, chacun a sa part de vérité. En fonction de ce qu'il a cru, il a reçu, ça dépend de... Voilà. Mais chacun a sa part de vérité. Mais dans le fond, au final, il n'y a rien. C'est juste que peut-être nos différentes religions nous empêchent d'aller à certains niveaux, mais au final, on se comprend, on peut se parler. Donc, bien sûr. Pourquoi, par exemple, on va se déchirer? Pourquoi on va se lancer des pierres? Pourquoi on va se dire qu'on peut pas je peux pas discuter avec toi parce qu'on ne partage pas la même religion, par exemple, parce qu'on ne partage pas la même idée? Moi, je pense que ce sont des idées à totalement bannir. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je disais, je pense qu'on va mettre la parenthèse sur la religion, mais c'est ce que je disais il y a quelque temps à une amie. Je disais, aujourd'hui, par exemple, en Afrique, on parle des églises éveillées, des églises catholiques, protestantes. Et moi, je dis, la vérité, c'est que même s'il y a tous ces courants-là, la destination, c'est laquelle? On vise tous le paradis. Tu vois? Donc pourquoi on va se prendre la tête alors qu'on a tous la même destination? C'est comme si on décide d'aller en France ou au Maroc, et s'il y en a qui prennent l'avion, il y en a qui prennent le train, il y en a qui prennent la voiture, la finalité c'est qu'on arrive au Maroc, la finalité c'est qu'on arrive en France. Et ça, c'est vraiment dans ce sens qu'on nous devons tous converger. C'est pourquoi je te rejoins dans ce principe-là, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, pour revenir à la thématique, la contradiction, ça tue. Moi j'ai perdu des amis parce que justement tu apportes des contradictions. Et c'est perçu comme, je sais pas, une lame qu'on te met au dos. Je me dis, mais pourquoi se fâcher ou pourquoi prendre des chemins différents alors que je suis simplement en train de te dire, tu n'es pas dans le vrai, tu es potentiellement dans le faux, ou qu'il te manque deux choses pour revenir sur la bonne idée, et que moi je suis simplement apporté cette contribution pour que ta contradiction soit plutôt mieux structurée. En tout cas, Randolph, c'est vrai que quand on a beaucoup parlé de la contradiction, c'est bien parce que dès le départ de cette deuxième partie d'émission, David a apporté la genèse un petit peu en ce qui concerne l'Afrique, quand on parle toujours du droit d'aînesse, ce respect mutuel qu'on doit apporter lorsque nous sommes en famille. Mais la contradiction aussi, comme on l'a dit, il y a des points positifs dans cette contradiction-là. En famille, c'est encore mal perçu, on n'arrête pas à contredire le père parce qu'il y a la figure paternelle qui est là, il y a encore énormément de respect. La mère aussi, généralement, c'est un peu compliqué. Mais il y a des grands frères qui n'ont pas de problème avec la contradiction, Randolph. Surtout quand elle est mieux structurée, quand il y a un apport derrière. Parce qu'il ne suffit pas de contredire pour contredire aussi. Il faut contredire parce qu'on a des éléments à apporter. Est-ce que ce problème-là, Randolph, tu l'as rencontré en famille? Oui, ce problème est souvent récurrent dans nos familles africaines. Et pour appuyer ce que David était en train de dire tout à l'heure quand il parlait, j'ai pensé à un truc, on dit souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Ouais. Et souvent, on va dire non, comme il y a ce droit d'aînesse, là, on va mettre une certaine barrière entre les figures parentale et l'enfant, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire. On parlait tout à l'heure aussi des mots, comment placer des mots lorsqu'on veut apporter une contribution et tout ça. Le choix des mots. Voilà, le choix des mots, c'est très important et savoir être à l'écoute. Aujourd'hui, il faudrait que la cellule familiale se rende compte que nous sommes dans une autre génération. Une génération là où plusieurs font face à certaines réalités, ce qui fait en sorte que nous, en tant qu'aînés, en tant que grands frères pour plusieurs, on perçoit la contribution comme étant, pas comme étant négatif. C'est de l'aide. Voilà, on voit ça comme de l'aide. Tu peux, mon petit frère peut
maîtriser quelque chose que moi je ne maîtrise pas et m'apporter des éclaircissements là-dessus. Mais ça renforce même encore les liens, parce que si on nous installe déjà le principe de dire pas de contradiction dans la famille, bah, on va créer des clans, chacun se mettra de son côté et tout le reste. Mais rassure-moi Valentin, je sais que tu es très proche de ta grande sœur, tu nous as 1000 fois dit ça ici sur ce plateau, la contradiction elle n'a pas du mal avec. Bien sûr que non. Elle peut comprendre que il voit différemment de ce à quoi je pense. Donc elle dit que j'avais pas vu ça comme ça. Et une fois de plus... Oui, mais tu choisis tes mots. Avant d'aller vers la contradiction de la grande sœur, je veux dire, il y a des mots, c'est plus diplomatique l'approche. Quelque part, oui, il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Parce qu'il y a ces personnes qui, pour le coup, ont des personnalités assez chaudes. C'est vrai. Donc, avec ces personnes-là... il faut y aller avec tact. Franchement, il faut aller avec tact et beaucoup de délicatesse. Et bien sûr. Il faut faire preuve d'énormément de diplomatie. Donc, Randolph, il en connaît. Ça. Maîtrise la diplomatie. Donc, il faut savoir vraiment placer les mots pour dire que non. Bon, ce que tu as eu à faire là, moi, je l'aurais fait de telle ou telle manière. C'est bien, mais on peut mieux faire. Ah, donc si je comprends bien, pour aller, en fait, il faut toujours commencer par le positif et ensuite revenir. Parce que tout ce que la personne va retenir, c'est le positif. Donc, ça joue sur la psychologie de la personne. Parce que normal. J'avais eu à voir des études scientifiques qui disaient que non, le cerveau retient souvent ce qui est négatif. Ouais, exactement. Donc, mieux vaut partir d'un point de vue positif qui, pour le coup, va corroborer avec l'opinion de la personne pour dire que tu as bien fait, mais tu peux t'améliorer. D'accord. Enfin, commencer par le positif et terminer par le négatif. Ça encourage la personne à se dire que, ah d'accord, et à bien accueillir l'information ou encore l'apport, la contradiction, comme on dit. Et la personne dit que, ah ok, parce que si c'est juste que, t'as mal fait, t'aurais dû mieux faire ça. Déjà. Même le temps, hein, même l'entame des propos. Généralement, les gens vont te dire oui, David, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. À partir de ce moment-là, on perçoit déjà la contradiction comme un affront, que comme une contribution. Quoi. Alors qu'il y a ces personnes avec qui tu peux dire que non, t'as mal fait, man. Par exemple, David, on est entre potes et tout ça, je dis que, man, vraiment, tu as faussé en fait. Tu as mal fait les choses. Moi, je dis, ok. Et il peut me dire pour le coup, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Si pour le coup, je n'ai rien d'autre à dire, là pour le coup, la contradiction que j'apporte, c'est bien beau de contredire, mais il ne faut pas contredire pour contredire. Il faut bien rajouter quelque chose en fait. En gros, la contradiction, c'est un apport, c'est un ajout. Ouais. Donc une contradiction sans apport, c'est une critique en fait. Merci. Et même par définition, la critique elle n'est pas négative aussi. Elle permet de mieux réajuster ce que la personne a eu à dire ou à faire. Donc, partant de cela, on peut se dire que ok, l'information est mieux reçue, elle est mieux perçue. Si pour le coup on connaît à peu près, parce qu'on connaît vraiment jamais les gens, on connaît à peu près le tempérament de la personne avec qui on est en face. Voilà pourquoi souvent on dit, quand tu es en face d'une personne que tu ne connais pas, essaie de discuter avec elle, essaie de vraiment une conversation très basique. Bonjour, comment allez-vous? Déjà en vous voyant la personne, comment allez-vous? Parce qu'il y en a qui, quand vous commencez directement par le tutoiement, parce que c'est impoli, comme on dit en Afrique, c'est impoli, mais quand tu commences directement à tutoyer la personne, d'où il se permet de me tutoyer? Un peu de réticence. Donc, bonjour, vous allez bien? Comment se passe votre journée? Comment? La personne aura un peu plus d'aisance à parfois plus parler. On brise la glace en fait. On brise la glace en fait. Donc, pour le coup, la personne te donne même des éléments que pour le coup, tu n'avais pas forcément besoin. Tu te dis, ok, donc la personne est comme si. Et encore, ça, c'est de la psychologie. Vraiment la psychologie, David. Exactement. Je pense que je suis d'accord avec ce que dit Valentin, surtout dans le cadre où la contradiction aujourd'hui, c'est un élément que beaucoup utilisent juste pour faire du mal à l'autre. En fait, c'est on va dire un pouvoir de force. Exactement. Et malheureusement, je me suis totalement retrouvé dans ce qu'il disait parce que moi, j'ai déjà vécu ça avec certains, moi, je ne veux pas des amis, des connaissances, qui contredisaient tout ce que je voulais faire juste parce que il n'y avait pas d'argument en fait. Non, le gars, il veut juste me contredire. Et quand je te dis, ok, d'accord, tu veux apporter... Non, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi je me fais telle remarque, par exemple? Pourquoi je le fais? Oh non, ça commence à tourner. Et voici pourquoi aussi, je pense que c'est aussi une raison pour laquelle beaucoup de personnes deviennent assez réticentes
par rapport à la contradiction. Parce que il y a tellement eu de personnes aujourd'hui ça joue beaucoup sur la psychologie. Exactement. Il y a tellement qui ont joué dessus que c'est devenu vraiment très compliqué. Aujourd'hui, quand on parle de contradiction, tout de suite, on voit le côté négatif, le côté critique, parce que tu veux montrer que... Et je pense que ça part de tout ça. Donc, c'est vraiment une psychologie. Et c'est un point assez complexe, en fait. Je pense que ça se soigne aussi. C'est d'abord un gros travail en amont sur soi qu'il faut faire, de partir du principe qu'on accepte la critique, on accepte la contradiction. De toutes les façons, je reviens encore sur le philosophe que notre ami Valentin a cité en disant que de la contradiction jaillit la lumière. Et cette lumière-là, c'est la vérité, c'est la compréhension. Et c'est beaucoup de points, en tout cas, positifs pour ça. Les amis, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas vous contredire, hein, les amis, malheureusement. Voilà, le temps qui nous est accordé arrive à sa fin. Valentin, en tout cas, peut-être une personne à saluer, vite fait, avant de clore l'émission. Coucou Donna. Voilà, Donna, bon, on fait un gros coucou à Donna. David? Ouais, je vais saluer ma grande sœur du côté de Port-Gentil, elle s'appelle Dalida. Dalida. Oui, exactement. Ok, bon, voilà, on salue la grande sœur Dalida du côté de Port-Gentil, au Gabon, en l'occurrence. Mon cher Randolph, une personne à saluer. Toute la famille au Gabon, madame et le petit à la maison et mon petit frère qui a tenu à m'accompagner aujourd'hui. D'accord, il s'appelle comment le petit frère? Dylan. Dylan, voilà, on salue Dylan au passage avec sa coupe de cheveux. Je pense que lui, il est en mode je suis nappy et je l'assume, tant mieux. Les amis, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à David, Valentin, Randolph, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Génération News. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse et à l'Afrique. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.